Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire sur l'investissement responsable organisé par RGP Gestion de patrimoine et RGP Investissement ce midi. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous accompagner avec ma collègue Alexandra tout au long de ce webinaire en lien avec l'investissement responsable. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis planificatrice financière. Je suis également spécialiste en investissement responsable. Mon nom est Laurie Bossé, donc j'ai peut-être quelques clients actuellement là, qui visionnent la conférence. Euh, En fait, on a décidé de planifier ce webinaire-là étant donné l'intérêt vraiment grandissant de nos clients et du grand public là, par rapport à l'investissement responsable. C'est un sujet qui nous touche de plus en plus dans notre quotidien, mais également dans notre pratique avec nos clients. Ça fait de plus en plus partie des recommandations que nous faisons. Je pense que la meilleure personne pour vous parler du sujet actuellement est ma collègue Alexandra Tanguay, qui est gestionnaire de portefeuille, également spécialiste en investissement responsable chez RGP Investissement. Donc, dans les prochaines minutes, c'est elle qui va prendre le relais pour vous en apprendre davantage. Ce que je souhaite vous rappeler, c'est qu'à la fin de la présentation, qui va durer environ 45 minutes, il va y avoir une période de questions. Donc, on vous invite à rester avec nous tout au long. Puis, à la fin, là, vous allez être en communication directement avec Alexandra là, pour lui poser les questions directement. Donc, je vous remercie puis je vous souhaite une belle présentation. Merci Laurie. Donc, tout d'abord, je dois vous dire que c'est toujours un plaisir de venir à la rencontre des investisseurs. Et là, j'allais dire de sortir du bureau pour venir vous rencontrer, mais c'est plutôt l'inverse parce qu'en ce moment, on est encore en télétravail. Mais bon, très honorée d'être avec vous aujourd'hui. Le sujet, l'investissement responsable, c'est un sujet qui, de mon côté, oui, me tient à cœur au niveau du côté professionnel, mais également qui est très aligné avec mes valeurs personnelles. C'est d'ailleurs aussi pourquoi j'ai fait le sujet de ma maîtrise sur l'investissement responsable. Donc, très agréable là, de pouvoir venir partager l'investissement responsable avec vous. La présentation va être en deux parties. Donc, en premier lieu, on va mettre la table, les bases. Qu'est-ce que l'investissement responsable? L'évolution aussi pour vous permettre de mieux comprendre ce type d'investissement-là aujourd'hui. Puis, en deuxième partie, on va vraiment vous présenter un modèle de sélection de nos portefeuilles, ce qui va vous permettre de mieux comprendre quel type d'entreprise on peut retrouver dans des portefeuilles d'investissement responsable, puis vraiment comment fonctionne le processus de sélection. Sans plus tarder, je vais commencer la présentation. Laurie l'a mentionné, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire à mesure, on va y répondre à la fin. Mais également, la présentation est enregistrée. On ne vous voit pas. Par contre, vous recevrez un courriel après avec un lien de rediffusion si jamais là, vous voulez revoir certains passages. Donc, l'investissement responsable. Pourquoi on se rencontre aujourd'hui pour en parler? Avant même d'entamer ce sujet, il se passe vraiment quelque chose depuis quelques années, particulièrement depuis 2 ans. On l'a vu avec la pandémie, là, mais on est vraiment à un tournant de notre existence. Sans tomber vraiment dans le fatalisme, là, mais les enjeux environnementaux et sociaux n'ont jamais été aussi présents. Bon, là, j'ai quelques faits, là, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Là. On sait que les 5 dernières années les plus chaudes ont eu lieu récemment. On sait aussi que clairement, on aurait besoin de plus d'une planète si tout le monde vivait comme les Américains. Et il faut s'inclure aussi là-dedans les Canadiens. On a vu aussi des mouvements sociaux d'importance, je ne vous apprends rien, Black Lives Matter, le MeToo. Mais le dernier point est super intéressant et très positif pour nous de voir ça. Donc, c'est la première fois, en fait, que des gouvernements de pays influents et des tribunaux fédéraux commencent à reconnaître la responsabilité sociale des entreprises et même des générations actuelles sur les générations futures. Et ça, c'est super intéressant de voir ça. Donc, clairement, il se passe quelque chose. On le voit par les questions des clients. Les gens se demandent de plus en plus comment ils peuvent faire pour peut-être mieux investir. Et je me fais souvent dire, bon, par la famille et les amis, que l'argent mène le monde. L'idée ici, là, c'est de choisir où on redirige ces capitaux-là et de mieux le faire. Et là, j'ai une petite image à la droite que j'aime bien présenter, là, mais dans les marchés boursiers au niveau de l'investissement responsable, on regarde beaucoup à long terme les tendances lourdes. C'est peut-être contradictoire avec la politique, là, mais ce qu'on voit dans l'image, c'est qu'il y a une première vague qui est la COVID. En ce moment, on est peut-être porté à regarder beaucoup dans le court terme, mais il faut vraiment regarder à long terme, voir qu'est-ce qui s'en vient, parce qu'il y a des vagues pas mal plus importantes qui nous guettent. Et encore une fois, je ne veux pas tomber dans le fatalisme, là, mais on le prend en considération et vous allez voir dans la présentation là, comment on le fait.
Au niveau, en fait, en résumé, l'investissement responsable, c'est quoi? C'est un type d'investissement qui va, oui, regarder la performance des compagnies qu'on va sélectionner, mais on va aussi prendre en considération l'impact positif et négatif des entreprises qu'on va sélectionner. Donc, on va plus loin. Et on fait cette analyse-là à travers 3 grands piliers que vous connaissez peut-être. C'est des piliers, en fait, qui ne sont pas seulement utilisés en finance. Là, quand vous abordez un peu les pratiques de développement durable, on voit souvent ces piliers-là. Donc, principalement, vous avez le pilier environnemental, où là, on va s'intéresser à tous les enjeux environnementaux, donc que ce soit changement climatique, la biodiversité, les ressources naturelles, la vie aquatique. Donc, c'est quand même très large. Ensuite, vous avez le pilier social et non le moindre. Puis, c'est sûr que si on n'a plus de planète, vous me direz, les enjeux sociaux passeront en deuxième temps, mais quand même, il faut les considérer. Donc, dans ce pilier-là, on va vraiment regarder l'impact de l'entreprise sur la communauté. Par exemple, est-ce que mon entreprise a vraiment des bons programmes à l'interne pour former la relève de demain? Est-ce qu'elle prend des stagiaires? Est-ce qu'elle fait du bénévolat? On peut aussi, on s'attarde beaucoup aux droits des travailleurs, les conditions. Donc, c'est quand même une thématique là, très importante. Et finalement, on a le pilier de la gouvernance. Et ce pilier-là, en fait, est très intéressant. J'ai parlé tantôt des phénomènes qu'on remarquait là, depuis quelques années, particulièrement avec la pandémie, mais ce qu'on voit avant tout, c'est que vous, moi, les investisseurs, on est tannés de s'en faire passer. On exige de plus en plus de transparence de nos dirigeants, tant du côté politique que des entreprises influentes, et ça se reflète sur les marchés boursiers. Parce qu'au niveau de la gouvernance, en fait, on regarde vraiment les pratiques de l'entreprise. Au niveau du conseil d'administration, est-ce qu'on se colle aux bonnes pratiques? Est-ce qu'on a des membres indépendants? On va regarder aussi la diversité au sens large là, de compétences également. Et il y a des phénomènes qu'on remarque qu'on ne voyait pas avant. Donc, vous connaissez peut-être la compagnie WeWork, qui est une compagnie qui offrait des espaces de bureaux partagés aux États-Unis. Là, je parle au passé, mais elle est toujours existante. Mais où je veux en venir, en fait, c'est qu'il y a quelques années, la compagnie souhaitait devenir publique. Donc, introduire les marchés boursiers, ce qu'on appelle un IPO. Mais la compagnie avait des pratiques de gouvernance douteuses. Le CEO ne répondait pas clairement aux questions. Politique de droit de vote aussi pas claire. Et les investisseurs se sont vraiment acharnés. On a continué à poser des questions et ça l'a mené, entre autres, à l'arrêt de l'introduction en bourse. Donc, c'est des exemples comme ça qu'on ne voyait pas avant qui sont très réconfortantes. Là. Donc, on exige la transparence de plus en plus. Puis, c'est ce qu'on va faire aussi avec l'investissement responsable. Par contre, contrairement à peut-être ce que vous pensez, ce n'est pas un nouveau type d'investissement et ça a évolué beaucoup à travers le temps, ces 3 piliers-là. Et là, ma collègue Laurie a une question pour vous. Donc, oui, on vous fait participer aujourd'hui. Effectivement, donc vous allez voir apparaître à votre écran une question qu'on vous pose afin de tester vos connaissances. Donc, quelles sont les premières origines de l'investissement responsable selon vous? Donc, vous avez 3 choix de réponse. On vous invite à y répondre là, pendant les prochaines secondes, puis ensuite, on va poursuivre. Sachez que c'est anonyme. Laurie, on peut observer une tendance. On va laisser encore quelques secondes. Oh, quand même assez partagé. Eh bien, là, je vous ramène avec moi dans le temps pour vous expliquer les résultats. Donc, la bonne réponse était la religion. Qu'est-ce qui était très présent au début des années 1900? Donc, personne ne va être surpris d'apprendre que les mouvements religieux étaient très présents. Donc, les mouvements religieux, c'est là en fait qu'on remarque les premières pratiques d'investissement responsable. Évidemment, c'était très marginal. Ce qu'on voyait en fait, c'est qu'il y a certains mouvements religieux qui excluaient de leur investissement des sociétés, des compagnies qui étaient dans des secteurs d'activité qui ne concordaient pas avec leurs valeurs. On peut penser entre autres au tabac, à l'alcool, donc vraiment là, ce qui touchait au vice. Mais comme j'ai mentionné, c'était encore très marginal. Plusieurs années après 1960, qu'est-ce qui arrive? L'apartheid. Là, on a vu ces pratiques d'exclusion-là prendre un peu plus d'ampleur. Il y a des investisseurs influents aux États-Unis, en fait, qui ont décidé de retirer les entreprises d'Afrique du Sud de leur investissement en guise de protestation.
Donc, c'est vraiment là où on a vu les premières traces. Et vous avez peut-être déjà entendu aux nouvelles là, qu'il y a des fonds de pension, des institutions qui vont désinvestir. Donc, on appelle ça aussi dans notre milieu des exclusions. Donc, on va venir exclure des entreprises qui touchent soit des secteurs sensibles qu'on ne veut pas ou, comme vous avez pu voir, là, des pays totalement là, pour militer. Par contre, bon, ce n'est pas encore très répandu, la pratique est très marginale. C'est pourquoi les Nations unies ont décidé de s'intéresser à la question. D'ailleurs, le président de l'époque, Kofi Annan, que vous connaissez peut-être, là, qui était un grand, a réuni des investisseurs pour se pencher sur la question et se demander comment on pourrait faire en sorte que les institutions financières, les investisseurs qui voudraient améliorer leur pratique et avoir un impact soient outillés pour le faire. C'est là qu'on a vu en fait apparaître les principes de l'investissement responsable qui, en gros, là, sont des principes qu'on adhère en tant que firme d'investissement, où on s'engage en fait à promouvoir la pratique et incorporer les enjeux dans notre sélection. Quelques années après, on a été plus loin, particulièrement pour les entreprises qui souhaitaient maximiser l'impact. Donc, on a lancé les 17 objectifs de développement durable. Et attention, encore une fois, ces objectifs-là ne sont pas seulement utilisés en finance, vous les connaissez peut-être. On parle ici de 17 objectifs à atteindre d'ici 2030 mondial. D'ailleurs, le site des Nations unies est très bien fait là, si vous voulez aller lire les recherches derrière les objectifs qui ont été posés. Ce que moi, je veux que vous retenez ici, c'est qu'on touche à tout. Donc, au niveau de la santé, la pauvreté, la vie aquatique, la diversité, c'est très large. Finalement, on en est où aujourd'hui? On va retrouver plus de 4000 signataires. Donc, ça, c'est vraiment considérable. Ça veut dire qu'il y a plus de 4000 firmes à travers le monde qui ont adhéré au principe de l'investissement responsable, donc qui intègrent l'investissement responsable d'une manière ou d'une autre dans leur investissement. On voit aussi une offre de produits émergentes. Donc, ça, c'est aussi intéressant parce qu'on voit les stratégies évoluer. Par contre, ça peut être plus difficile pour vous, les investisseurs, là, de s'y retrouver. Puis, ce qu'on remarque, et là, j'imagine que c'est votre cas si vous êtes inscrit au webinaire aujourd'hui, mais on remarque vraiment un intérêt grandissant. Laurie l'a mentionné, elle a de plus en plus de questions des clients. Et il y a un sondage, en fait, de l'Association canadienne d'investissement responsable qui a été fait, où on a réalisé que lorsqu'on parle d'investissement responsable à nos clients, il y a près de 9 personnes sur 10 qui mentionnent un intérêt. C'est sûr que ces personnes-là, peut-être, n'étaient pas au courant que c'était une solution qui s'offrait à eux avant ou ne connaissaient pas ça, mais quand on en parle, les gens sont vraiment intéressés. Et il y a plus de 8 personnes sur 10 qui vont aller plus loin dans le processus. Donc, vous n'êtes pas les seuls. Et on a une deuxième question pour vous. Un peu un mythe, mais j'ai hâte de voir les réponses, donc je vais laisser Laurie vous la poser. Donc, nous, nos clients nous le demandent souvent. Donc, quel est l'impact de l'investissement responsable sur le rendement de votre portefeuille? Donc, croyez-vous qu'il diminue le rendement, aucun impact ou améliore le rendement? La réponse n'est pas si simple que ça, si je peux me permettre. On va laisser encore quelques secondes. Donc, on va lancer les résultats. La majorité d'entre vous, comme vous pouvez le voir à l'écran, ont répondu un impact neutre, donc 56 des répondants. Sinon, le deuxième choix améliore la performance. Et là, j'ai un beau graphique pour vous. Par contre, ce qui m'importe, c'est vraiment que vous compreniez les raisonnements derrière. Mais sachez que qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, ce n'est pas nouveau l'investissement responsable. Aujourd'hui, on a un historique assez long, en fait, pour analyser la performance. Ce qu'on se rend compte, c'est que depuis 2007, entre autres, l'investissement responsable, non seulement n'a pas nuit à la performance, contrairement à des investissements traditionnels, mais a même ajouté de la valeur. Pour le futur, seul le futur nous le dira. Là, ce qu'on sait, c'est qu'on est vraiment dans un changement systémique à long terme. Et du moins, ça ne nuit pas à la performance et ça a la même tendance à en ajouter. Le raisonnement derrière, en fait, est tout à fait cohérent pour nous là, en tant que gestionnaire. Avec l'investissement responsable, vous allez le voir tout à l'heure, on sélectionne des entreprises qui ont une bonne gestion, en fait, des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, une entreprise qui a pris en compte dans son modèle d'affaires les changements climatiques, l'impact que ça peut avoir sur sa profitabilité, qui va se coller aux meilleures pratiques de gouvernance, on va avoir de la transparence. Donc, on pose l'hypothèse que ces entreprises-là, mieux gérées,
sont moins à risque dans le futur de controverses qui vont fortement affecter le rendement ou d'impacts qui pourraient survenir des changements climatiques ou des choses comme ça. Puis là, j'ai un bon exemple pour vous. Je vous ramène au début de la pandémie. Je ne sais pas s'il y a des cyclistes dans la salle ou même des gens qui pratiquent le ski de fond, mais bon, au début de la pandémie, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que les entreprises qui avaient des chaînes d'approvisionnement pas très saines, donc beaucoup de fournisseurs, beaucoup d'intervenants, peu locales, donc à travers plusieurs pays, ont vraiment eu de la misère à s'approvisionner au début et il y a même certaines entreprises qui en souffrent toujours aujourd'hui comparativement aux entreprises qui avaient des chaînes d'approvisionnement très locales, peu de fournisseurs, où là, on avait une plus grande flexibilité. Là, vous allez me dire, il y a d'autres enjeux qui font en sorte qu'il y a encore des problèmes d'approvisionnement aujourd'hui. Oui, je vous l'accorde, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a remarqué dans les recherches. Donc, ce que je veux vous retenir de cette présentation-là, cette diapositive-là en particulier, c'est que non seulement ça ne nuit pas, mais c'est cohérent d'attendre une valeur ajoutée également dans le futur. Et là, je rentre dans la deuxième partie qui va probablement être la plus concrète pour vous. Quelles sont les réflexions derrière la solution d'investissement? Aujourd'hui, on vous parle de la nôtre, mais ça va quand même vous donner un bon exemple des entreprises qu'on peut retrouver dans les portefeuilles et comment on fonctionne dans la sélection. Donc, au niveau de notre solution d'investissement, nous, en tant que gestionnaire, au départ, on avait vraiment 3 objectifs non négociables. On voulait, offrir une solution qui allait avoir des entreprises qui font une réelle différence sur la planète. Donc, pas seulement des entreprises qui ne nuisent pas, mais vraiment des entreprises qui vont être proactives, qui vont être alignées avec, entre autres, les changements climatiques, les enjeux sociaux. On voulait aussi offrir le tout dans une solution complète et diversifiée. C'est très important, là. Souvent, l'épargne, c'est l'épargne pour la retraite, donc on voulait pas avoir peur de mettre l'ensemble de ses avoirs à l'intérieur. Là. Il nous faut quelque chose de solide et diversifié. Puis, on voulait offrir le tout, sans compromettre le rendement. Comme on l'a vu, là, cet objectif-là est peut-être plus facile à atteindre, là, mais c'est vraiment majeur également l'enjeu financier. On y est arrivé, en fait, grâce à un processus de sélection rigoureux où, à la première étape, dès le début, on doit mettre les bases. Donc, on a plusieurs intervenants, plusieurs parties prenantes qui ont des attentes. Donc, vous, les investisseurs, vous avez des valeurs. C'est l'argent aussi pour l'épargne, la retraite. On doit aussi suivre l'industrie et être toujours à l'avant des meilleures pratiques de l'industrie. On a des normes à respecter, de la législation. Donc, on va venir vraiment là, dresser notre plan de sélection. On vient construire le plan pour maximiser les objectifs de chacun des parties prenantes. Ensuite, on vient vraiment se mettre les mains dans la pâte. Donc, comme vous doutiez, il existe plusieurs compagnies dans le monde. On ne peut pas analyser chacune de ces compagnies-là une à une, ça serait trop long. Donc, on doit travailler avec des bases de données. On travaille en fait avec des fournisseurs externes indépendants, entre autres, qui qui ont une expertise là, au niveau des données SG. On a également développé des indices maison et ça nous permet de filtrer les entreprises pour arriver à un bassin qui est plus petit. Donc, on veut vraiment le préfiltrer pour ensuite analyser plus en profondeur. C'est également à cette étape-ci qu'on va venir poser des industries sensibles qu'on appelle alignées avec les valeurs de nos investisseurs qu'on souhaite minimiser ou exclure dans les portefeuilles. Ces industries sensibles-là, j'aime croire qu'ils vont changer à travers le temps. Peut-être qu'un jour, on aura pu à mettre le charbon, mais on reste vraiment à l'affût de ce qui se passe, puis on se colle vraiment aux valeurs des investisseurs. En troisième lieu, donc, le potentiel financier, c'est majeur, autant que l'investissement traditionnel. Donc, on vient analyser la profitabilité long terme de nos entreprises, la santé financière également actuelle, pour finalement arriver à l'étape où j'aime bien dire on va lever le capot. Là. Donc là, c'est là où on passe le plus de temps en tant que gestionnaire. On vient creuser, analyser en profondeur les entreprises potentielles qui vont rester après avoir posé les filtres. Donc, on vient lire vraiment les rapports d'engagement, de durabilité des entreprises. On va rechercher des controverses. On va analyser aussi les services offerts, les produits offerts. Est-ce que c'est en lien? Est-ce qu'il y a une pérennité long terme? Est-ce que c'est en lien avec les tendances lourdes? Donc, on prend vraiment beaucoup de temps là, pour arriver à une sélection quasi finale. Puis finalement, l'étape 5, pour revenir à l'allusion de véhicule, on va en quelque sorte serrer notre véhicule. Là. Donc, à cette étape-là, il ne reste plus beaucoup de compagnies. On est près de notre sélection finale. Qu'est-ce qu'on vient faire en fait? C'est qu'on va aller sur les sites d'experts
des analystes, en fait, qui se concentrent sur des thématiques précises. Donc, vous avez CDP qui est vraiment au niveau des changements climatiques, de la déforestation. CHRB, ici, on va vraiment regarder le droit des travailleurs, le droit des enfants. Donc, voir s'il y a des red flags qu'on appelle, là, des signaux qui pourraient nous laisser croire qu'on devrait exclure la compagnie. Et souvent, ben, les gens me disent ah, il n'y a pas des normes déjà légales au niveau des droits des travailleurs, des droits des enfants, entre autres. Eh bien, non, il faut vraiment faire attention. Oui, il y en a, mais bon, on l'a vu au Québec là, avec des serres récemment. Il y a quand même bon, des traces là, dans les chaînes d'approvisionnement de pratiques parfois douteuses où on ne veut pas. Et on cherche vraiment que nos entreprises préviennent au maximum ces enjeux. J'aurais une petite question pour toi, Alexandra. Oui. En fait, j'aimerais savoir qu'est-ce qui distingue les portefeuilles Greenwise? Qu'est-ce qui les rend si uniques par rapport aux autres solutions de portefeuille qu'on retrouve dans le marché? C'est une excellente question. Puis j'arrivais justement à cette partie-là. Donc là, je vous ai expliqué notre processus de sélection. À la deuxième étape, en fait, je vous parlais de venir filtrer les compagnies. Donc, on a développé chez nous un indice maison qui s'appelle l'indice d'impact, qui vient jouer un peu un rôle pour équilibrer la balance que vous avez devant vous. Là, et là, je vais y aller simplement. Vous avez à gauche Netflix. Netflix que vous connaissez sans doute. Netflix se retrouve souvent dans les portefeuilles d'investissement responsables. Pourquoi? Parce que Netflix, par son modèle d'affaires, son secteur d'activité, ne nuit pas beaucoup à l'environnement. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que Netflix a beaucoup moins d'enjeux environnementaux à gérer, par exemple. Donc, il n'y aura pas de flotte de transport, pas d'usine à chauffer. On n'aura pas de déchets toxiques à gérer, l'approvisionnement de matériaux. Donc, par défaut, même si Netflix ne fait rien au niveau de la proactivité, c'est une entreprise qui a un petit impact. Par contre, entre vous et moi, est-ce que c'est vraiment Netflix qui va changer le monde? Bon, je vous laisse répondre par vous-même. C'est pourquoi on a besoin d'aller capter des entreprises comme à droite des Vestas. Pour vous mettre en contexte, si vous ne connaissez pas Vestas, c'est un producteur et un gestionnaire d'éoliennes. Donc, Vestas, par son secteur d'activité, a pas mal plus d'enjeux à gérer, un impact plus lourd. Juste à penser, là, bon, construire une éolienne, l'approvisionnement en matériaux, gestion avec les communautés sur les territoires, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'enjeux à gérer, ce qui fait en sorte que Vestas est peut-être un petit peu plus boudé, ou ce type d'entreprise-là. Notre indice d'impact, en fait, vient nous permettre d'équilibrer la balance. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, c'est important d'avoir des Netflix, donc des entreprises qui ne nuisent pas, mais si on va aller en avant des choses, on doit aussi avoir des entreprises qui ajoutent une valeur ajoutée et ont un impact positif également, même si il y a quand même un impact négatif qui se fait là, par le fait que, bon, comme j'ai mentionné, il y a beaucoup de choses à gérer. Et là, on arrive vraiment dans la troisième partie non officielle, la présentation. Je pense que c'est également la plus concrète pour vous. Donc, je vais vous montrer des exemples d'entreprises qu'on va retrouver. Au niveau de nos portefeuilles, nous, on a choisi d'établir 4 thématiques à impact qui sont alignées vraiment avec les tendances lourdes qu'on observe à long terme. Ces thématiques-là, dans le temps, vont certainement évoluer. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est vraiment sélectionner des entreprises qui apportent des solutions à ces thématiques-là. La première, donc la transition énergétique. Ici, on va vraiment investir dans des entreprises qui se situent aux deux pôles de la chaîne d'approvisionnement, donc tant au niveau de la production d'énergie que du smart grid qu'on appelle, donc toute la distribution de réseaux intelligents, tant qu'au monde électrifié, donc les véhicules électriques, des bornes de recharge. Donc, on va vraiment là, aller des deux côtés du pôle. Et là, j'ai, bon, je vous montre Vestas, là, qu'on vient de discuter. Ce qu'il faut voir, bien, en fait, ce qui est intéressant à voir avec Vestas, c'est que, comme j'ai mentionné, on a un impact positif. Mais l'entreprise est très proactive. On va au-delà, en fait, de ça. Vestas, bon, l'installation, en fait, des gigawatts de Vestas représente plus de 20 des gigawatts d'éoliennes dans le monde. Donc, clairement, c'est un joueur majeur. On a permis déjà de réduire les émissions de 1,3 milliard, mais on va plus loin. Donc, l'entreprise vise entre autres une neutralité carbone. Quand on parle de neutralité carbone, là, c'est quand on vient additionner les émissions, en fait, on va regarder les émissions nettes. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que Vestas souhaite l'atteindre sans compensation carbone. Donc, on n'ira pas acheter des arbres pour compenser, on va compenser à la source directement. Et la compagnie également travaille à produire des éoliennes sans déchets. On est déjà à 85 et on regarde pour être à 100 d'ici 2040. Donc, c'est clairement des entreprises qui vont beaucoup plus loin que
le quotidien là, et qui ont une réelle volonté de faire changer les choses. Deuxième thématique, l'eau. Et ça, souvent, les gens sont surpris. Euh, on parle quasiment d'or bleu là, dans certains pays à travers le monde. Il y a un réel enjeu actuel, même plus près de chez nous, aux États-Unis, on commence à le voir. Et ça s'explique vraiment par un débalancement de l'offre et la demande. À gauche, vous avez en fait la répartition mondiale de l'eau. Oui, on est une belle planète bleue. Par contre, de cette eau-là, il y a seulement 3 qui est de l'eau dite d'eau de source. Et de ce 3 %-là, il y a seulement 1 qui est facile d'accès. Pour ceux qui sont bons en maths, ça nous donne vraiment un petit pourcentage. Là, on parle de 0,03 au niveau de l'offre. Donc, cette offre limitée-là se confronte à droite avec une demande exponentielle. Le graphique, en fait, vient présenter l'augmentation de la demande à travers les années par secteur. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les lignes sont à la hausse. La ligne bleu foncé, ici, c'est vraiment tout ce qui est le secteur domestique. La demande est grandissante. Là. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on a une offre limitée, une demande exponentielle? On a un débalancement, un enjeu. Et pas seulement au niveau des prix, mais il y a clairement des enjeux politiques qui vont arriver. Donc, c'est majeur. C'est pourquoi ici, on va vraiment sélectionner des entreprises qui vont se positionner pour tirer profit de ce débalancement-là. Donc, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours l'exemple de la fameuse toilette, mais si on prend la toilette d'aujourd'hui versus il y a 30-40 ans, la consommation d'eau que ça prenait pour cette toilette-là a beaucoup changé. Mais ça peut aussi aller vers des entreprises qui vont offrir des systèmes technologiques qui permettent de détecter les fuites dans les vieux réseaux d'aqueducs. Et ces fuites-là, avant, pouvaient prendre des semaines, voire des mois à détecter. Donc, on avait vraiment une perte considérable. Maintenant, on peut le détecter très rapidement. Donc, on cherche vraiment des entreprises qui apportent des solutions à ce débalancement-là. Troisième thématique, marché canadien. Lui, je pense que je n'ai pas trop besoin de vous l'expliquer, mais vous vous souvenez, en début, je parlais vraiment de mieux choisir où on redirige les capitaux. Quoi de mieux que les rediriger là, aussi près de chez nous, dans des entreprises leaders de leur industrie. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait dans cette thématique-là. Et finalement, la dernière, donc monde durable. Ici, on va vraiment attaquer de front les 17 objectifs des Nations unies. Donc, on va aller investir dans des entreprises qui vont être en santé, qui vont être au niveau de l'économie circulaire, l'éducation, la diversité. Donc, c'est vraiment très large qu'est-ce qu'on va regarder dans cette thématique-là. Et j'ai un exemple pour vous. Je ne sais pas si vous connaissez Illumina. Illumina, en fait, si vous ne la connaissez pas, a quand même joué un rôle dans vos vies, fort probablement en début de pandémie. Donc, Illumina, en fait, produit des séquenceurs. Un séquenceur, en gros, ça permet de décoder des génomes. C'est d'ailleurs le séquenceur d'Illumina qui a permis de décoder le premier génome de la COVID et a mené au vaccin de Moderna. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est une compagnie qui fait beaucoup d'innovation. Si vous regardez à droite, vous avez une échelle du temps. En haut de l'échelle, en fait, on voit le coût pour décoder un génome en 2003, donc moins de 20 ans, en moins de 20 ans, excusez. Ça coûtait 3 milliards de dollars décoder un génome. En 2020, on parlait de 600 dollars. Donc, l'impact est totalement incroyable et ça a un impact aussi près de vous. Donc, dans le bas, il y a un exemple, un projet pilote que la compagnie a fait, mais c'est pour vous montrer que ça peut vraiment toucher plusieurs enjeux. Là. Donc, on avait fait une étude, un projet pilote dans une unité de néonatologie aux États-Unis auprès de 178 bébés. Donc là, l'échantillon est quand même petit, mais quand même, on fournissait des tests génétiquement améliorés. Et ces tests-là, en fait, ont permis d'attribuer 513 jours de moins à l'urgence et 27 chirurgies invasives évitées. Ça veut dire qu'il y a 27 de ces 178 bébés-là qui ont évité une chirurgie qui aurait potentiellement pu causer d'autres problèmes. Donc, c'est vraiment ce type d'entreprise-là là, qui peut avoir un impact et qui va beaucoup plus loin que pas seulement nuire aux enjeux environnementaux et sociaux. C'est ce qui m'amène en fait à la fin. Donc, chez nous, on voulait aussi maximiser l'impact de vos dollars investis. C'est pourquoi on a choisi également de s'allier avec un partenaire renommé à l'international et connu pour sa transparence, One Tree Planted. C'est un organisme qui va planter des arbres dans des zones où il y a des réels besoins. Parce qu'entre vous et moi, planter un arbre dans sa cour au Québec n'aura pas le même impact que dans un endroit qui a été déforesté. Donc, on va vraiment choisir des secteurs, entre autres en Haïti, où les sols sont très pauvres, où il y a beaucoup d'érosion.
On plante aussi en Colombie-Britannique suite au feu de forêt qu'il y a eu là, récemment. Donc, vous avez un décompte, vous pouvez y avoir accès en tout temps sur notre site, puis on explique aussi les endroits choisis. Puis il y a un beau vidéo aussi si jamais ça vous intéresse. Et finalement, l'éducation, on croit aussi que c'est très important. Donc, c'est pourquoi on a lancé il y a un an la revue L'Empreinte, qui est offerte à tout le monde. Donc, vous pouvez vous inscrire, c'est une infolette sur notre site Internet. Cette revue-là, en fait, présente une entreprise innovante qu'on va retrouver dans les portefeuilles et on vient expliquer pourquoi on l'a choisi. Vous avez également un projet revenu fixe, des nouvelles ESG pertinentes du trimestre. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations qui peuvent être intéressantes à suivre, qu'on soit client ou non des portefeuilles. Ce qui m'amène à la fin de la présentation, donc je vais laisser Laurie ouvrir la période de questions. D'ailleurs, Alexandra, on a déjà une question qui Oui. a été posée en lien avec l'une des compagnies que tu as présentées, Vestas. Est-ce que tu veux que je la lise ou tu préfères la lire par toi-même? Euh, Je peux te la lire si tu veux. Ça oui. vient de quelqu'un d'anonyme. Pourtant, pour fabriquer ces éoliennes, Vestas génère une empreinte carbone. Celle-ci a d'ailleurs augmenté de 34 entre 2015 et 2018, sans mentionner les changements qu'entraîne l'implantation des éoliennes sur l'environnement local. Est-ce réellement un investissement responsable? C'est une excellente question et c'est souvent le genre de questions qu'on va avoir quand on présente les entreprises. Ça revient vraiment à ce que j'apportais au niveau de l'impact positif également. Donc, ces entreprises-là, oui, elles ne sont pas parfaites. Ce pas des entreprises qui vont émettre aucune émission, entre autres, mais c'est des entreprises qui offrent clairement une solution au changement climatique. Et à l'heure actuelle où on s'en va, on a besoin de solutions. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir des. En fait, on ne cherche pas des entreprises super clean, parfaites au moment où on se parle parce que ces entreprises-là n'ont plus réellement d'impact potentiel. Donc, on veut vraiment aller chercher des entreprises qui ont un pouvoir de faire changer les choses. Vestas, entre autres, a une énorme influence au niveau de sa chaîne d'approvisionnement également, dans les valeurs qu'elle promeut, dans les pratiques qu'elle a. Donc, c'est important d'en avoir dans le portefeuille, mais tout est une question d'équilibre. Encore une fois, comme j'ai mentionné avec la balance, on veut aussi des Netflix qui vont avoir une faible empreinte, mais ce n'est pas Netflix qui va nécessairement changer le monde. Oui, Netflix nous divertit bien, mais ça prend quand même des compagnies qui apportent des solutions. Super. Donc, si vous avez d'autres questions, on vous invite à les écrire également là, dans les petites bulles que vous voyez, le Q&A dans le bas de votre écran. On a également Mario qui nous pose une question. Il nous demande si on va obtenir le matériel incluant le lien vers la vidéo. Ça faisait entre autres partie des éléments là, de la conclusion. Donc, Mario, la vidéo va être disponible. Puis, suite à la rencontre d'aujourd'hui, tout le monde qui ont participé vont recevoir un courriel de remerciement incluant le lien vers la vidéo. Nous allons aussi vous envoyer le lien pour vous inscrire à l'infolette Empreinte. Donc, pas obligé d'être client avec nous pour recevoir cette infolette-là, puis en apprendre un petit peu plus sur l'investissement responsable. Donc, de façon discrétionnaire, vous pourrez vous y inscrire. Nous, nos clients qui détiennent le produit sont automatiquement inscrits également. Donc, si vous détenez déjà les portefeuilles Greenwise, normalement, vous deviez le recevoir. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui se sont ajoutées. Non, pas pour le moment. Sinon, moi, j'aurais peut-être une petite question pour toi, Oui. Alexandra. On a beaucoup entendu parler de la COP 26 l'automne dernier. Donc, je voulais savoir comment, vous, comme gestionnaire, est-ce que ça a un impact, ce genre d'événement-là, sur vos positions? Comment vous voyez ça de votre côté? C'est une excellente question, en fait. Pour mettre les bases, donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'une COP, donc une COP, en fait, c'est une conférence internationale sur les changements climatiques. Et on va regrouper les pays signataires de la Convention cadre des changements climatiques des Nations unies. Lors de ces conférences-là, on va souvent annoncer des initiatives, on va poser des enjeux à discuter. La dernière a eu lieu en novembre, donc la COP 26, le chiffre représente les numérotes en fait. Donc, la dernière, c'était la 26e. Elle a eu lieu à Glasgow, dans l'ouest de l'Écosse. Et elle a été très médiatisée. D'ailleurs, c'est une des plus médiatisées depuis celle de l'accord de Paris, la numéro 21e. Par contre, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau des forces de marché, c'est pas nécessairement, il n'y aura pas nécessairement un impact. L'impact est quand même mitigé au niveau des forces de marché, mais par contre, ça envoie quand même un signal très fort, et pas seulement au milieu financier. Là. Donc, on en a parlé beaucoup dans les médias avant, plusieurs mois avant,
pendant et après, là. Donc, le signal est vraiment très, très fort, mais au niveau des marchés boursiers, des forces de marché, ça reste mitigé. Mais on se rend compte qu'il y a des initiatives qui sont prises au cours de l'année qui ne sont pas liées à la COP, au COP nécessairement, qui peuvent avoir peut-être un impact plus grand. Entre autres, il y a des initiatives qui ont été prises, des alliances entre des institutions financières qui vont établir en fait par exemple, des objectifs de diminuer le charbon des portefeuilles ou l'éliminer, des choses comme ça. Et ça, on voit que ça a réellement, ça semble avoir un impact plus grand. Puis pour vous, en fait, je peux peut-être aller plus loin dans la question, mais lors de la dernière qui a eu lieu en novembre, il y a eu une alliance, entre autres, où le Québec était signataire, la BOGA, où on s'engageait à retirer les énergies fossiles de notre territoire. Ensuite, reste à voir s'il y a des réelles actions qui vont être prises suite à ça, mais quand même, là, il en découle de ces événements-là, ces conventions-là, certaines initiatives qui pourraient se révéler très importantes, comme l'accord de Paris qu'on a vu pas en 2021, mais lors de la 21e. Parfait. On a une autre question également là, d'une personne anonyme. Est-il utopique de penser que l'argent peut sauver la planète, selon toi? C'est une excellente question et en tant que gestionnaire, ça serait peut-être exagéré de dire à tous les soirs, mais honnêtement, c'est une question qu'on se pose régulièrement. On veut s'assurer de maximiser l'impact, puis je pense que c'est important de se remettre en question. Mais comme j'ai mentionné, les institutions financières, l'argent, c'est au cœur de tout. Ça a une influence incroyable. Donc, ici, c'est vraiment de rediriger de meilleure façon les capitaux. Les capitaux vont envoyer des signaux forts aussi. Donc, on a vu là, depuis 2 ans beaucoup de fonds de pension, institutions financières annonçant entre autres qu'ils retiraient les pétrolières de leur investissement. On a vu aussi des groupes d'activistes de plus en plus arriver à des réels succès là, au niveau des conseils d'administration, faire élire des membres indépendants. Donc, clairement, tant au niveau du signal que des actions qu'on voit, ça bouge. Par contre, jusqu'où cet impact-là va, évidemment, c'est le système, la société dans l'ensemble qui doit s'y mettre. Mais non, je ne crois pas que c'est utopique. Puis on le voit là, par le passé. L'histoire nous a montré plein de belles choses d'ailleurs à ce niveau-là. OK. Donc, Je vois une excellente question sur les crypto-monnaies. Euh, tu peux y aller. Tu peux y En aller fait, avec ça, la question. en toute transparence, c'est une question qu'on se pose comme gestionnaire. Bon, crypto-monnaie, on sait que ça a un impact considérable de manière énergétique. Donc, ça, c'est exactement le type de tendance et de questions qu'on doit se poser là, pour analyser en profondeur. On n'en a pas dans nos portefeuilles d'investissement responsables. C'est en analyse. Encore une fois, il faut mesurer les pour et les contre, voir l'impact négatif également. Donc, je n'irai pas plus loin dans ma question, mais c'est effectivement, là, on sait qu'il y a un impact important. L'impact positif reste mitigé. Là, donc, pour le moment, ça ne répond pas aux critères de sélection. Je ne pense pas qu'on va en trouver, mais c'est exactement le type de réflexion qu'il faut se poser, puis voilà, analyser en profondeur. Super. On a une autre question, peut-être que Oui. ça s'adresse un petit peu plus à moi. Donc, on me dit donc, pour mes placements à long terme, je serais mieux de placer dans le pilier environnemental afin d'obtenir le meilleur impact. Comment sélectionner ensemble quelle entreprise avec mon représentant? Merci pour le webinaire. Donc, dans le fond, tout dépendamment si vous faites affaire avec nous ou avec un autre cabinet de services financiers, c'est sûr que c'est une discussion à avoir avec votre représentant. De notre côté, la première étape, généralement, comment on fonctionne, c'est qu'on va, généralement, les clients ont déjà des placements. Donc, une des premières étapes qu'on peut suggérer, c'est de faire une analyse comparative où on est en mesure, justement, avec tous les outils que nous avons, de dresser un portrait de votre portefeuille, à savoir à quel point vous avez un impact positif ou négatif là, sur les différents piliers présentés aujourd'hui. Puis par la suite, on peut vous proposer différentes solutions pour améliorer votre exposition aux différents critères là, ES et G. Donc, c'est sûr et certain que d'en parler avec votre conseiller, je pense que c'est la première étape. Il y a différentes solutions qui existent dans le marché. Nous, chez RGP, on est des courtiers. Donc, on offre entre autres nos produits maison comme le portefeuille Greenwise, d'autres solutions d'investissement également qui existent dans le marché qui peuvent
qui peuvent s'appliquer selon le cas. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'on a d'autres questions, Laurie? Je ne vois pas d'autres questions de mon côté. Ah, peut-être oui, il y a quelqu'un qui dit oui. En attendant, j'aurais peut-être une petite question si... Ah oui, j'en ai une autre. Comment mesurez-vous votre impact sur l'environnement? Très bonne question. J'ai parlé de l'indice d'impact. Ça, c'est vraiment le premier pas. Donc, on a développé un indice chez nous qui est basé sur plusieurs études universitaires et même hors universitaire. Et là, bon, il faudra en parler avec votre conseiller là, pour aller plus en profondeur, mais on vient incorporer un concept de matérialité qui, entre autres, va vraiment venir voir l'impact du modèle d'affaires sur les enjeux ESG. C'est pour ça que Vestas, entre autres, apparaît avec un bon impact positif parce qu'elle a une offre directe au niveau des changements climatiques, là, de l'énergie plus propre. Donc, ça, c'est le premier pas. Ensuite, c'est sûr qu'on a plusieurs documents qu'on fournit, mais on va vraiment analyser plusieurs aspects, les risques ESG. On va analyser également, bon, CDP, un des fournisseurs qu'on utilise, eux font des recherches approfondies. Ils viennent catégoriser ensuite les entreprises. On va regarder l'empreinte carbone. Donc, il y a vraiment plusieurs métriques. Puis, on a des documents aussi qu'on peut présenter, là, mais c'est très complexe parce que comme j'ai mentionné, il y a l'impact négatif, mais il y a aussi l'impact positif. Si l'entreprise apporte beaucoup plus de positifs, mais laisse quelques traces un peu plus négatives, si la somme finale est vraiment plus élevée, puis on en conclut qu'il y a beaucoup plus de positifs qui viennent de cet investissement-là, on peut l'incorporer, mais c'est beaucoup du cas par cas également, là. Donc, on travaille avec des métriques, on regarde des mesures quantifiables, une analyse également de notre côté plus qualitative, puis ensuite, on peut statuer. Puis pour faire peut-être l'autre élément qui nous touche plus comme conseiller quand on fait les analyses comparatives, je pense, tout à l'heure, tu en as parlé, les bases de données de Morningstar, qui sont des bases qui sont complètement indépendantes. Donc, Ouais. on se fie vraiment à ces données-là pour comparer les portefeuilles qui ne sont pas des portefeuilles ESG, qui ont aussi un score ESG versus les portefeuilles ESG. Puis on est capable de voir en termes de poids là, relatif à quel point on va avoir un impact positif sur certains critères comme entre autres les solutions carbone ou justement l'accès à l'éducation ou à certains, le charbon. Donc, les éléments négatifs et positifs, on est capable de les mesurer en les comparant. Donc, c'est comme ça qu'on est en mesure de déterminer à savoir est-ce qu'on a une solution qui respecte nos valeurs et qui va dans le sens des critères de l'investissement responsable. Si tu me permets, Laurie, peut-être en terminant, puis je ne sais pas si tu l'as mentionné directement, mais vous avez un outil aussi, les conseillers, le planificateur financier, où vous avez la capacité d'analyser, passer un peu au rayon X les portefeuilles des clients. Donc, vous pouvez faire analyser votre portefeuille, c'est tout à fait gratuit, et comparer ensuite, et on va poser des thématiques à impact et des industries sensibles. Donc, ça, c'est aussi un des outils qui est offert. Exact. Donc, on peut peut-être conclure. Si jamais il y a des questions, Laurie, corrige-moi si je me trompe, mais suite au courriel qui va être envoyé, vous pouvez aussi communiquer avec nous, là, puis on pourra y répondre. En fait, j'ai deux autres questions, Oui, Alexandra. Je ne sais pas OK, si tu veux il reste du y temps, il n'y a répondre. pas de problème. Pour ceux qui souhaitent rester avec nous, on a encore des bonnes questions qui se sont ajoutées. Sur l'investissement responsable directement, considérez-vous les investissements en infrastructure dans votre stratégie d'investissement responsable? Donc, Alex, qu'est-ce que... Oui, ça fait partie. En fait, je vous dirais qu'on considère tous les secteurs. Puis on cherche vraiment des leaders de secteurs également. Les infrastructures, entre autres, ça en fait partie. On parle beaucoup des villes de demain, là, donc, bon, à plusieurs niveaux, mais oui, la réponse est oui, tout à fait. Parfait. Puis on a une autre question qui demande sur quelle période devrais-je revoir, excusez-moi, sur quelle période je devrais revoir mes portefeuilles avec mon représentant. Ça, je dirais que ça dépend. Là, quand il y a des changements majeurs dans votre situation, c'est sûr que c'est une bonne idée de revoir votre stratégie. Si ça fait plusieurs années également. Nous, avec nos clients, comment on fonctionne, c'est que généralement, on les rencontre au moins une fois par année, justement pour s'assurer que le portefeuille convient toujours aux objectifs que vous avez.
Donc, je vous invite à communiquer avec votre conseiller pour revoir votre stratégie si une de ces situations-là s'applique. Donc, ça fait plusieurs années que vous n'avez pas revu votre stratégie. Par contre, c'est important de savoir qu'une fois qu'on a une stratégie en place, par exemple sur le long terme, si elle fonctionne bien, il n'y a pas nécessairement toujours des changements à apporter. Le succès peut aussi venir du fait de conserver une stratégie en place pendant plusieurs années pour vraiment voir l'impact se déployer là, au fil du temps. Donc, je pense qu'on n'a pas d'autres questions pour le moment. Donc, effectivement, on pourrait conclure là-dessus. Puis, si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi communiquer avec nous. Vous pouvez communiquer sur le site, là, vous avez les accès là, pour communiquer directement avec moi ou avec notre cabinet. Donc, merci Alexandra, c'était vraiment intéressant la présentation d'aujourd'hui. Là. Je pense que tout le monde en ressort grandi avec beaucoup plus d'informations sur le sujet. Donc, je pense que c'est le mot de la fin. On avait parlé de tout. Donc, justement, vous allez recevoir un petit courriel pour vous remercier là, dans les prochains jours. Merci beaucoup, Laurie. Au plaisir.